Bonjour à tous, je suis Tia, votre animatrice de l'émission Le Franc-Parler avec Tia. Alors aujourd'hui, je suis full contente d'avoir Maxime Laporte avec nous. Maxime, quand est-ce qu'on s'est rencontrés et comment? On s'est rencontrés en Chine. Oui. On avait le premier ministre avec nous, Jean Charest, à l'époque. Oui, c'est vrai. C'était une mission commerciale, je crois, en 2011-2012. Oui, donc ça fait déjà plus de 10 ans un petit bout qu'on se connaît. Oui. Ça ne nous rajeunit pas, mais bon. Alors, Maxime, tu portes de multiples chapeaux. Alors, explique-nous, s'il te plaît, quelle est la différence entre un promoteur, un développeur, un constructeur, un gestionnaire d'immeubles, etc., oui. s'il te plaît. Bien, c'est une bonne question. Puis souvent, les gens ne voient pas un peu les différences entre les trois parties. Puis je pourrais même avant dire que tout d'abord, c'est l'industrie de l'immobilier. Puis dans l'immobilier, bien, il y a la détention d'immeubles, donc la maintenance puis la gestion. Puis ça doit être probablement 90 de l'activité, c'est dans la maintenance parce que le parc immobilier existe déjà. Oui. L'immobilier, c'est vaste, commercial, résidentiel, industriel, des tours de cellulaire. Gérer un immeuble, une clinique médicale, fait que c'est vraiment un vaste domaine. Oui. Dans le domaine de l'immobilier, on a la construction, qui est développement, promotion, construction. D'accord. Dans les trois parties, développement, c'est surtout on développe le site, oui. le zonage, les rues, qu'est-ce qu'on peut y faire. La promotion, c'est l'activité de le vendre, voilà. de le vendre ou de le louer. Oui. Puis construire, c'est le réaliser. Puis dans le cas de Corum, on fait les trois étapes, donc développement, promotion, construction et même gestion immobilière parce qu'on a plusieurs immeubles dans l'entreprise. Excellent. Justement, je suis curieuse de savoir, Corum, maintenant ça fait 30 ans. Donc, qui a démarré cette entreprise? Donc c'est mon père, Guy Laporte, puis son associé Peter Cosentini. OK, très bien. Qui ont démarré l'entreprise. Ça fait même un peu plus de 30 ans. D'accord. Surtout dans l'ouest de l'île de Montréal. Des maisons, graduellement, c'est devenu des condos. De temps en temps, des petits centres commerciaux. Puis pour ma part, je suis rentré, ça va faire 10 ans, 11 ans. Et graduellement, on a fait de plus en plus des projets de condos. Oui. On a eu des projets à Griffintown, Laval, Vaudreuil, etc. Comme là, présentement, on est sur un de vos sites. Exact, à Laval-sur-le-lac, avec une super belle vue pour une belle journée d'automne. Oui, c'est ça. On est vraiment choyés, merci. Oui, on est choyés. Oui. Et puis, en fait, parle-moi, en fait, dans les développements résidentiels, quelles sont, en fait, les qualités que vous cherchez de plus? Oui. Comme type de projet ou les personnes? En fait, les deux. OK. Bien, quand on fait des projets, surtout si on parle souvent en immobilier de localisation, mais d'avoir le bon produit au bon endroit. Oui. Fait que je vous dirais, on a des projets type urbain qui sont souvent proches d'un métro ou d'un REM. Oui. On a des projets plus style resort villégiature, comme ici à LL sur le lac. Donc, on a la rivière, le club de golf. Oui. Un petit peu de bruit de camion en background qui construisent le REM. Voilà. Désolé pour le bruit. Non, ça va. On a d'autres projets aussi qui sont des fois des conversions. Donc, c'est plus au centre-ville de Montréal pour des plus petits lots, donc plus densifiés. OK. Mais la localisation définit le produit. Voilà. Mais tout à l'heure, en fait, avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as aussi parlé que vous allez démarrer le projet de développement de 250 maisons tout proche d'ici. Oui, effectivement. Puis, il y a déjà une liste d'attente de quelques milliers de personnes. Donc, justement, dans la tête d'un développeur immobilier, comment est-ce que vous êtes assez visionnaire d'aller dénicher un terrain et de proposer un produit qui va vraiment répondre aux besoins des consommateurs? Bien, dans le cas, c'est le site, c'est le terrain de golf Cardinal à Laval, Sainte-Dorothée, qu'on appelle le projet Meta. C'est un projet avec plusieurs associés, donc la famille du golf, les développeurs d'équipe BMP, l'équipe de Tréma, l'équipe de Corum. Aussitôt qu'on parle de des grands projets d'ensemble comme ça, c'est souvent plusieurs professions, plusieurs expertises, autant en argent, construction, technique, vente, programmation. Dans le cas ici, c'est un projet qui est principalement de la maison, parce que le zonage le permet, mais aussi parce qu'il y a une immense demande en ce moment pour la maison. On le sait, la pandémie, mais même avant la pandémie, ou je dirais même après la pandémie, la maison est en grande demande et peu de sites le permettent. Voilà. Parce que souvent, les gens ne voient pas, mais c'est le zonage qui est restrictif. Effectivement. Bien, c'est d'ailleurs le rôle d'un développeur de convaincre les différentes autorités d'accepter leur vision, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Et je vous dirais, en ce moment, on le voit aussi dans les médias, plusieurs villes commencent à vouloir refaire de la maison parce qu'il y a eu une tendance à beaucoup faire du condo. D'accord. Mais il y a une grande demande pour la maison, puis les zonages devraient de plus en plus le permettre.
aussi pour baisser la tension des prix. Oui. Fait que souvent, on dit les prix sont exorbitants. Oui. Bien, c'est vrai qu'ils sont assez dispendieux, mais si on n'offre pas plus, on ne contrôlera pas notre prix. Il faut offrir plus. On doit construire plus, dézoner, rezoner, requalifier, peu importe le terme, il faut offrir plus. Super. Merci. Enfin, je suis aussi très fascinée parce que toi, tu n'as pas toujours été un développeur, constructeur. Tu as fait plein de choses différentes. Alors, parle-nous de comment est-ce que, justement, ces différents acquis dans ton package, ça a façonné ton approche et aujourd'hui, comment est-ce que tu diriges l'équipe? Oui. Bien, comme j'ai mentionné, Corum, c'est une entreprise familiale, c'est que c'est la relève, mais c'était pas le plan de match initial. OK. Quand j'étais à l'université, j'ai fait mon bac en marketing et spécialement, j'ai fait ma maîtrise en ingénierie. Donc, c'est assez rare qu'on parle de marketing à ingénierie. Voilà. Puis, qu'est-ce que j'aimais beaucoup par ces deux domaines d'études, c'est que c'est apprendre à vendre puis apprendre à construire. Et puis, ça m'a amené à créer mon entreprise dans le domaine du soulier avec une invention que j'ai faite pour l'armée puis Post Canada. Avec notre ami en commun, Daniel. Oui, le Scarpa Design. Oui. Et puis, ensuite, j'ai travaillé dans le domaine aéronautique, ensuite dans le domaine du pétrole, cosmétique, distribution, différents domaines. Et puis, juste avant de rentrer chez Corum, je travaillais dans le domaine. L'entreprise familiale grandissait. J'ai fait un road trip de voiture avec mon père, de Californie à Montréal. OK. Je pense 6-7 jours assis dans l'auto à parler ensemble. OK. Et puis à la fin du voyage, parce qu'il lisait dans le temps le BlackBerry, il lisait ses courriels. OK. Il lisait ses courriels, on en parlait ensemble, on échangeait, puis il me dit, tu sais quoi, il dit, je te vois comme mon gars, mais tu es rendu aussi un manager. Il dit, tu as acquis beaucoup de connaissances, puis il dit, dans la compagnie, elle grossit, puis c'est un peu ça qu'on a besoin, ça t'intéresse-tu d'embarquer? Ça a pris un peu de temps, on en a parlé aussi avec son associé, à l'époque, on en a parlé, puis finalement, ça m'a intéressé, mais beaucoup plus tard dans ma vie. D'accord. Fait que je pourrais dire que tous ces différents domaines-là m'ont aidé. Numéro 1, à être un employé dans des entreprises familiales. Oui. Fait que maintenant qu'on est, nous, une entreprise familiale, ça a sa propre existence. Des fois, c'est spécial. Oui. Mais étant eu un parti d'une équipe d'une autre entreprise familiale, bien, je sais des fois comment, pour nos équipes, ça peut être. Comment on peut prendre nos décisions ensemble, collaborer. Le côté marketing, ça aide aussi, mon bac en marketing, puis l'expérience à développer le bon produit que les gens veulent et pas juste le deviner ou sur un pif, comme on dit des fois, parce que c'est quand même des projets de 100, 200, 300 unités. Il faut avoir une méthodologie pour définir le bon produit. Absolument. Donc, différents acquis qui permettent de mieux faire, je l'espère. Oui. Puis, des fois, je fais aussi de la participation pour la relève, là, que je m'implique dans l'entrepreneuriat au Québec pour les jeunes entreprises. Oui. Et des fois aussi, qu'est-ce que je leur mentionne, c'est si vous faites de la relève, vous réachetez un jour, une plus tard, faites votre propre parcours. Oui. Pendant un certain temps et ensuite rentrer dans l'entreprise familiale. Ça va juste mieux vous positionner, créer votre propre personnalité, votre propre bagage, votre propre opinion. Ça va juste mieux vous solidifier pour vous servir. Oui, je trouve que c'est un conseil vraiment très bon parce que, comme j'ai déjà parlé avec ma fille, est-ce que tu vas être relève de Orchimedia, mon agence de marketing, où est-ce qu'on s'est rencontrés aussi? Elle m'a dit, non, j'aimerais comme explorer d'autres choses et puis je pense que c'est tout à fait valable. C'est si un jour elle rentre, elle va le rentrer pour la bonne raison parce que ça la passionne puis ça l'intéresse. En effet. Puis, en fait, justement, là, on parle de jeunes. Je sais que tu es beaucoup impliqué dans les causes pour la persévérance scolaire, comment encourager les jeunes à entreprendre. Donc, parle-nous de ça. Entre autres, je pense qu'il y a les autres... Bien, il y a différents organismes dans le temps. Il y a eu beaucoup où j'étais impliqué, les Jeunes Clubs Entrepreneurs du Québec. D'accord. L'Association des Clubs Entrepreneurs du Québec, ACE. Moi-même, quand j'étais à l'université, j'étais dans ces clubs-là, puis ça promouvoit l'entrepreneuriat. Puis ensuite, j'ai été à leur conseil d'administration. J'ai de bonnes relations encore avec ce domaine-là parce que c'est une cause importante. J'ai aussi Paradoxe, qui est pour enseigner les métiers du domaine des arts, du théâtre. D'accord. C'est un théâtre qui est à Boulevard Monk, à Villemort. Et ça aussi, c'est une cause vraiment importante parce que c'est souvent des jeunes pour les aider à avoir un métier. Mais des fois, ce métier-là, c'est aussi un peu entrepreneurial. C'est entreprendre sa vie, entreprendre absolument. Dans cette industrie-là. Oui. Fait que je dirais, entreprendre, c'est
il y a entrepreneuriat, intrapreneuriat, excusez, puis entreprendre. Donc, entrepreneur, c'est avoir sa compagnie. Intrapreneuriat, c'est être dans une entreprise. Oui. Mais prendre ça un peu comme si c'était la sienne, avoir les mêmes, le même sens d'énergie, d'initiative. Puis je pense que pour tout le Québec, c'est une vague qui est importante à voir chez les jeunes. Oui, absolument. Donc, de prendre l'initiative, de vouloir contribuer, de vouloir mieux faire, peu importe quel est notre rôle, n'est-ce pas? Oui. En fait, en parlant de l'intrapreneuriat, je suis curieuse de savoir comment ça se passe sur les chantiers de construction. Est-ce qu'il y a assez de diversité actuellement? Je parle de ça parce que, en fait, il y a 2 semaines, j'étais dans les ailes de la construction. Puis il y avait un témoignage d'une fille qui est monteuse d'acier, qui est assez inhabituelle. Justement, elle voudra voir un Québec, donc dans le milieu de construction, beaucoup plus diversifié qu'on peut accepter la coexistence de tout et de créer vraiment une culture de collaboration, peu importe quel est notre sexe, quelle est notre croyance ou quel est notre de pays d'origine. C'est un sujet important, puis je trouve ça un peu spécial comme sujet parce que c'est un sujet que je vois, mais que je réalise pas beaucoup parce que chez nous, on est déjà 50-50. Puis c'est pas voulu ou pas voulu, ça se fait naturellement. Fait qu'on est déjà, je crois, 50 femmes et hommes dans les chantiers. Super. Surintendant, soumission, construction, estimation, chargé de projet. Et puis quand on reçoit les CV ou on embauche ou on a des gens qui grandissent à l'interne dans l'entreprise, on n'a pas de discussion à savoir si c'est une femme ou c'est un homme. Oui. C'est la personne. Oui. Fait que déjà, je trouve que c'est un bon symbole quand on le réalise même pas. C'est que déjà, ça se fait graduellement. C'est ça. Puis il faut laisser le temps au marché aussi, parce que c'est nouveau. C'est une nouvelle génération, c'est nouveau, ça se fait. Effectivement, il y a un peu moins de femmes sur les chantiers, mais de plus en plus, on les voit. Ça se fait, puis ça se fait de façon confortable et respectueuse. Très bien. Puis au niveau ethnique, je dirais... Je vois moins d'immigrants dans l'industrie de la construction que je trouve assez intéressant parce qu'à l'époque, l'industrie de la construction, c'était beaucoup les Italiens, les Irlandais. L'immigration allait dans les métiers de la construction parce que c'est souvent des métiers qu'on requiert. On ne requiert pas d'éléments de carte de compétences ou de formation ou de langue ou autre. Puis c'était des métiers difficiles. Fait que souvent, on rentrait dans ce domaine-là. Tandis qu'aujourd'hui, je crois, mais ça, c'est mon opinion, que les gens qui migrent souvent, les métiers de la construction dans d'autres pays, c'est les plus bas de l'échelle. Fait que quand on est, par exemple, soit en Chine ou au Mexique ou dans d'autres pays au Moyen-Orient, souvent la construction, c'est moins bien payé, c'est pas sécuritaire, c'est des métiers sous-estimés. Tandis qu'ici au Québec, avec les normes, la sécurité, la formation, les salaires qu'on a, la qualité de l'ouvrage qu'on crée, c'est des travails très bien payés, très bien respectés. Fait que je dirais qu'il y a un clash d'attente. C'est-à-dire qu'on arrive d'un autre pays, peut-être que si on leur dit « Est-ce que tu veux un métier de la construction? » Non, c'est pas un bon métier. Peut-être qu'il y a une meilleure communication à faire, ça. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Est-ce que tu crois que, justement, dans nos écoles au Québec, on parle assez de la valorisation du métier de constructeur? Ça se fait mieux qu'avant. Je sais que j'ai été dans 2 écoles où des fois j'ai fait une intervention avec des groupes de jeunes. Puis les jeunes étaient très motivés déjà à la construction. On prêchait un peu pour notre paroisse ici. Mais oui, il y a mieux qui peut être fait. Parce qu'en ce moment, ce que j'observe, c'est que les gens vont faire leur cégep, n'aiment pas le cégep, arrêtent l'école, vont travailler ailleurs, puis finalement arrivent dans la construction comme par après. Parce que finalement, les autres métiers, ça les passionne moins ou moins bien payés ou autre raison. Fait que des fois, on a des gens qui rentrent dans la construction beaucoup plus tard, quand le chemin pourrait être plus continuel, graduel, puis continu. Mais on a un grand besoin de main-d'œuvre. Absolument. Mais honnêtement, je pense que maintenant, c'est toutes les industries qui ont un grand main-d'œuvre. Fait qu'il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a vraiment toutes les industries. L'industriel, puis la construction, bien, on achète des rampes. Mais les rampes sont faites en usine, fait que c'est du manufacturier. La vitre est faite dans une usine de vitre, fait que tout est interrelié. Fait que si eux manquent de la main-d'œuvre, puis nous on manque de la main-d'œuvre pour l'installer, c'est une roue continue. Ben oui, c'est pour ça qu'il manque la main-d'œuvre. Il manque la main-d'œuvre et il manque les matériaux. Puis en ce moment, je travaille avec beaucoup de développeurs. Puis, oh my God, le défi de 40 de plus les coûts de construction, explosent. On ne sait pas quand on reçoit le matériel. Nos équipes sont supposées se présenter un jour, puis il manque trop de monde, se présentent la semaine d'après, mais
Mais des semaines, c'est gigantesque dans la construction. Absolument. Sauter des semaines, c'est gigantesque. C'est gigantesque. On faisait pas ça. On sautait une journée, on sautait pas des semaines. Oui. On a un chantier, pendant un mois, on n'a pas eu assez de ciment, de béton. Donc, on a quasiment fermé un chantier pendant un mois. Et puis, un autre chantier, il manquait d'acier. 4 mois qu'on a arrêté les opérations. Bon. Bien, devant l'audience, si vous avez une solution pour régler, le problème de main-d'œuvre, alors contactez Maxime. Et pour terminer, comme conclusion, j'aimerais que tu puisses partager avec peut-être une audience plus jeune. Parce que justement, je crois que plusieurs personnes qui sont inspirées par ton parcours. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou à une jeune? Comment, par où cette personne doit commencer pour devenir un développeur immobilier? C'est une grande question. Fait que tout d'abord, c'est sûr que moi, dans mon cas, c'est une relève familiale. J'ai eu l'opportunité que mon père était déjà dans le domaine. Fait que c'est sûr que ça facilite. Et ça facilite l'introduction, mais ça facilite aussi de voir le métier parce que j'ai pu le voir toute ma vie. Même très jeune, j'allais me promener en vélo sur les chantiers de mon père et dans les roulottes de chantier. Okay. Pour entrer dans le développement, il n'y a pas de bac de diplôme là-dedans. Il y a de plus en plus des cours en ligne que je vois sur le développement immobilier qui est intéressant. Ah oui? OK. Puis le développement se fait par 2 voies. Soit la voie technique, vous pouvez devenir évaluateur, arpenteur, vous êtes banquier, prêteur financier, architecte. Donc la voie professionnelle qui vous amène par la manière professionnelle de faire éventuellement du développement. Puis il y a l'autre manière, construction, donc technique. Par exemple, commencer par faire de la rénovation, transformer des triplex, puis un sixplex, puis un 30plex, puis graduellement, bien, vous devenez par la construction développeur. Fait qu'il n'y a vraiment pas une voie pour devenir développeur. Il y a plusieurs voies pour le faire. Je te remercie grandement d'avoir aidé avec nous aujourd'hui. Maxime Laporte. Alors, je vous invite à nous poser vos questions. Ça nous fait plaisir de vous répondre. À très bientôt. À la prochaine. Merci encore. Merci.